Et je vous propose d'accueillir le docteur Philippe Guercy qui va nous parler de la modulation de la perméabilité capillaire dans le choc septique. Bonjour à tous, mesdames, messieurs les modérateurs, je vous remercie de m'avoir invité. Je remercie également le comité scientifique de l'ASFAR de m'avoir invité pour parler de cette perméabilité capillaire. Sujet passionnant mais extrêmement difficile. Voici mes conflits d'intérêts. Alors, quand on parle finalement de perméabilité capillaire, et quand j'interroge les internes ou les juniors docteurs, voilà un peu le nuage de mots qui va ressortir. Et le premier, c'est l'œdème. L'œdème, effectivement, on le voit souvent chez les malades. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de définition consensuelle de l'hyperperméabilité capillaire ou de la perméabilité capillaire évaluée, par exemple, en réanimation. Alors, pour un certain nombre d'entre vous, les plus expérimentés, on va dire, vous avez peut-être vu un certain nombre de ces phénotypes cliniques. Je ne vais pas rentrer dans les détails de chaque patient, mais bon, vous constatez qu'ils ont tous de l'œdème, depuis la prééclamptique jusqu'au brûlé grave ou le cirrhotique. Un élément, on va dire, extrêmement fréquent que vous constatez, c'est qu'il y a une certaine temporalité dans cette hyperperméabilité capillaire, avec par exemple le choc septique, le choc anaphylactique, pardon, qui va voir une hyperperméabilité capillaire survenir dans les minutes suivant l'exposition à l'allergène. Le brûlé grave et le choc cardiogénique, on va dire que c'est dans les 2 premières heures. Et le choc septique, c'est un peu plus retardé, puisqu'il va falloir que se mette en place la réanimation liquidienne, etc. Donc on va dire dans les 6-12 heures. Le choc hémorragique, encore un peu plus tard. Et ensuite, il y a une conséquence de notre réanimation qui s'étale sur plusieurs jours, qui est ce qu'on appelle le fluid overload, ou plus communément la balance hydrique positive. Et donc on va détailler un petit peu tout ça. Alors, je vous ai dit, il n'y a pas vraiment de définition consensuelle, et donc il y a certains auteurs très récemment qui ont essayé de proposer une définition. Ils ont pris 100 malades en état critique qui ont un phénotype d'hyperperméabilité capillaire, c'est-à-dire que vous avez besoin de beaucoup les remplir, qu'il y a beaucoup de vasopresseurs, et que l'efficacité surtout de votre remplissage, il va augmenter effectivement le débit cardiaque, mais dans les 20-30 minutes suivantes, eh ben, rebelote, on est reparti à la case départ. Et ces 100 patients, ils les ont comparés à 100 autres patients qui n'ont pas ce phénotype clinique. Et donc, on s'aperçoit premièrement qu'il y a bien sûr une mortalité plus importante. Ça, c'est pas tellement finalement surprenant. Mais en revanche, il y a des éléments cliniques, paracliniques et biologiques qui sont différents entre ces deux populations. Notamment en faveur de biomarqueurs qui sont beaucoup plus élevés, des biomarqueurs de la perméabilité capillaire. Et donc, ils ont construit un score qui est dit composite à 7 éléments. Et vous voyez, c'est plutôt une bonne aire sous la courbe en faveur de ce score pour le diagnostic de quelque chose qu'on voit visuellement et qu'on constate tous. Et donc là, ça a le mérite au moins de poser un diagnostic biologique. Alors bien sûr, on va parler un peu de physiopathologie. C'est indispensable si on veut parler de la perméabilité capillaire, puisqu'il va falloir comprendre ce que c'est que les capillaires. Alors les capillaires dans le corps humain, ils sont à peu près en majorité tous dits continus, c'est-à-dire que les deux cellules, enfin les cellules endothéliales sont adjacentes et se touchent. Mais il y a certaines exceptions, et notamment des organes d'intérêt, comme le cerveau. Donc le cerveau a bien des capillaires continus, mais la barrière hémato-encéphalique est en fait renforcée par le pied des astrocytes. Dans le foie, par exemple, les capillaires sont un peu différents en termes d'agencement, puisqu'ils sont sinusoïdes. Vous avez une petite image de ce que c'est que des capillaires sinusoïdes ici. Et dans la muqueuse intestinale et le rein, c'est également encore différent, puisque les capillaires sont fenestrés, donc avec de larges pores, et donc facilitent grandement les échanges d'eau et de petites molécules. Alors on va parler de la pression hydrostatique. Alors la pression hydrostatique au niveau capillaire, qu'est-ce que c'est? Donc vous connaissez tous l'évolution de la pression au cours de l'arbre vasculaire, on va dire. Donc vous avez une partie au niveau artériel qui est pulsée. Puis quand vous arrivez dans des artérioles, on va dire, de 2e ou 3e degré, cette pression devient, enfin, il n'y a plus de pulsatilité, elle devient continue.
Et ensuite, vous arrivez à l'artériole précapillaire. Et la pression au niveau de cette artériole capillaire est importante, puisqu'elle se situe aux alentours de 25 mm de mercure. Vous avez la pression dans le capillaire et vous avez la pression de sortie, disons à la vénule postcapillaire, qui est aux alentours physiologiquement à peu près de 15 mm de mercure. Et donc cette différence de pression hydrostatique dans le capillaire, elle est importante parce que c'est un peu le moteur de la microcirculation. D'accord ? C'est le driver de cette microcirculation. Vous pouvez faire le parallèle avec ceux qui font de la ventilation, la driving pressure. Eh bien, c'est un peu ça, mais au niveau microcirculatoire. Alors, pourquoi c'est important ? Parce qu'une grande majorité d'entre vous, dont je fais partie, a appris la loi de Starling à un moment ou à un autre dans ses études médicales. Donc, qu'est-ce qu'elle disait, cette loi de Starling ? Elle disait que finalement, la filtration transendothéliale est dépendante du côté artériolaire, principalement de la pression hydrostatique. Donc le flux de liquide va de l'artériole, enfin, du secteur intravasculaire vers le secteur interstitiel. Et ce qui était pensé, en tout cas à l'époque, c'est que comme la pression hydrostatique baissait au cours de l'évolution de la longueur du capillaire et que la pression oncotique restait la même, eh bien, il y avait un flux inverse au bout du capillaire. Eh bien, en fait, ce n'est pas très vrai. Et on va voir pourquoi, parce qu'il y a un acteur qui a été, on va dire, trouvé, ou en tout cas on a pu le mettre en évidence il y a à peu près une vingtaine d'années, qui s'appelle le glycocalyx. Et le glycocalyx, je vais le détailler juste après, mais il va s'opposer en fait à la pression oncotique à l'intérieur du vaisseau, puisqu'il a lui-même une pression oncotique. Et finalement, le modèle qu'on connaissait de Starling, qui est celui-ci, eh ben, il a été revisité en celui-là. Donc vous voyez que la pression hydrostatique est ici, vous avez le flux transendothélial, le flux de filtration, donc avec le fluide qui va sortir du secteur intravasculaire vers le secteur interstitiel, qui va finalement décroître pour arriver pas à zéro, mais il va toujours persister un petit peu. Alors bien sûr, il y a des exceptions, et je vous les ai dit avant, c'est les capillaires rénaux par exemple, et ceux de la muqueuse interstitielle. Et en fait, ce fluide qui va se retrouver dans l'interstitium, lui, il ne retourne pas dans le capillaire à ce niveau-là. Il va être résorbé par la lymphe, donc par le système lymphatique. Et donc le driver principal de cette filtration transendothéliale, je vous l'ai dit, c'est la pression hydrostatique. Alors le glycocalyx, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est quelque chose qui est, c'est un gel, une sorte de gel fait de glycosaminoglycane qui est à la surface des cellules endothéliales. Et c'est important comme volume parce que ça représente à peu près 1 litre. Et la particularité, c'est que ça ne bouge pas, quoi. C'est collé à la surface endothéliale. Et ce qu'on sait, c'est que dans les états de choc, et notamment l'état de choc septique, mais en vrai, dans beaucoup d'états de choc, ce glycocalyx va être altéré et donc son épaisseur va diminuer. Et l'important, c'est que vous voyez la distribution radiale des cellules, des globules rouges. Là, ils circulent plus en colonne, alors que là, ils circulent de façon un peu plus éparpillée. Et on définit ce qu'on appelle une perfused boundary region, qui est ici. Et ça, en pratique, ça peut se mesurer. Et on sait que dans les états de choc, cette PBR, elle est augmentée. Donc ça, c'est l'outil qui permet de mesurer ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous avez compris le principe. Alors, est-ce que la cellule endothéliale et le glycocalyx, c'est suffisant pour définir la barrière vasculaire ? Pas vraiment, puisqu'il y a des acteurs majeurs, et notamment les jonctions intercellulaires. Donc, il y a plusieurs types. Il y a les jonctions adhérentes, et puis il y a les tight junctions. Et puis, vous avez tout le substratum basal. Et on verra pourquoi c'est important après. Alors la filtration transendothéliale, parce que ça va être ça le principal driver de la fuite capillaire, comment ça se passe en pratique ? Donc à l'état actuel, vous avez finalement votre pression hydrostatique dans les capillaires qui va osciller en fonction de la journée, des besoins liquidiens, etc. Et donc elle est à peu près, on va dire, constante sur cette petite courbe. Quand vous êtes en hypovolémie, il y a deux solutions. Ou vous êtes en hypovolémie extrêmement aiguë, choc hémorragique. Là, vous avez une transfusion. Alors, c'est vraiment le seul cas où ça arrive, mais ça ne dure que quelques minutes. Une espèce d'autotransfusion qui va pallier, en fait,
enfin c'est un mécanisme de survie, mais la plupart du temps, vous êtes sur cette courbe-là, et donc vous réduisez au maximum votre filtration transendothéliale. Donc ça, c'est important parce que tous les malades qui sont en choc septique n'ont pas, à l'instant T0, d'hyperfiltration. Alors la petite exception, c'est quand même le choc anaphylactique. Et puis quand vous allez remplir les malades, il y a un moment, il se met, malgré tout, que vous le vouliez ou pas, en hypervolémie. Je vais vous expliquer juste pourquoi. Et donc le risque, c'est d'être vraiment en hypervolémie. Vous majorez de façon importante cette filtration transendothéliale. Alors, quand il y a une augmentation de la perméabilité, comment ça se passe? Eh bien, par exemple, dans celle du sepsis, la courbe est décalée vers la gauche. Et donc, pour une même pression hydrostatique, eh ben, vous avez plus de filtration endothéliale. Donc, l'eau va s'accumuler. Ce principe de pression hydrostatique et notamment sa régulation a été mis en équation en 1948 par Pappenheimer et Soto Rivera. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais ce qu'il faut comprendre sur ce petit graphique, c'est que la pression hydrostatique dépend en fait du ratio entre les résistances artériolaires et vénulaires. Quand l'artériole se dilate, vous risquez d'augmenter la pression hydrostatique. Quand elle se constricte, vous la diminuez. Bon, jusque-là, c'est assez simple. La petite particularité, c'est que vous voyez l'influence de l'augmentation de la pression veineuse. Donc, quand vous êtes un tout petit peu congestif, et ça a été l'objet justement de certaines études, vous voyez que l'effet sur la pression hydrostatique est bien plus important que si vous êtes un petit peu, on va dire, dilaté sur le plan artériolaire. Donc, la perméabilité, elle est un peu ce qu'on appelle context sensitive. D'accord ? Donc, elle dépend majoritairement de la pression hydrostatique. Elle dépend certes de la vasodilatation artériolaire, mais elle dépend surtout de la congestion veineuse. Donc ça, je vous l'ai juste mis en forme, on va dire. Donc quand vous augmentez effectivement la pression artérielle, vous avez une dilatation capillaire et voilà. Quand vous augmentez également la pression veineuse, vous avez une dilatation capillaire et vous augmentez la pression hydrostatique. Et enfin, dans le cadre d'une vasoplégie, qu'est-ce qui se passe ? Là, vous changez la résistance artériolaire. Vous allez augmenter la pression capillaire hydrostatique et vous allez, in fine, baisser la pression artérielle. Donc ça, c'est juste de la modélisation. Donc la question principale de ce topo, c'est quand même comment on va faire pour moduler la perméabilité capillaire. C'est ce qui vous intéresse finalement en pratique. Donc on va avoir un certain nombre de stratégies. Donc la première, comme je vous ai dit que la pression hydrostatique était extrêmement importante pour cette perméabilité capillaire, comment on la module ? Donc on en a parlé dans les topos juste avant. La Surviving Sepsis Campaign, elle recommande des objectifs, des goals, qui sont la pression artérielle moyenne supérieure à 65 ou la clairance du lactate, la maximalisation du débit cardiaque, etc., etc. Sauf que ça a bien sûr des effets sur, 1, la balance hydrique, 2, la pression hydrostatique et la congestion veineuse. Et c'est pour ça que depuis Andromeda Shock, qu'on vous a déjà présenté, dont on va reparler juste après, on a imaginé d'autres objectifs en termes de réanimation, et notamment la stratégie de temps de recoloration capillaire. Et puis il y a d'autres auteurs qui ont proposé par exemple une stratégie de restriction liquidienne ou viser simplement des objectifs de pression artérielle moyenne plus bas. Ça, c'est juste pour que vous regardiez en mémoire que l'évolution de vos fluides, elle est un peu dynamique, de vos besoins en fluides, elle est un peu dynamique. Dans les premières minutes de la ressuscitation, vous allez avoir besoin de beaucoup de fluides, puis après, vous allez optimiser ces fluides, stabiliser, ensuite les évacuer. Il y a très peu de patients qui vont sortir de réanimation sans avoir besoin, par exemple, de diurétiques, s'ils ont été agressivement réanimés. Quand on s'intéresse finalement à l'origine de tous ces fluides qui sont administrés, vous voyez que les resuscitation fluids, ça représente que 6,5% du volume total. Et la problématique principale, c'est ce que vous ne voyez pas, mais que vous faites tous les jours. C'est ce qu'on appelle le fluid creep, donc c'est ce qu'on appelle, en tout cas moi je les appelle comme ça, les apports pirates.
Et ces apports pirates, ils représentent quand même 32% du volume de liquide total quotidien moyen. C'est énorme, un tiers. Et ça, ces volumes pirates, ils sont là, par exemple, pour diluer les médicaments, pour maintenir des voies veineuses centrales, etc., etc. Alors, comment stratégiquement on va diminuer la pression hydrostatique? Donc ça, c'est une équipe française qui a simplement momifié des gens, mais vivants. Le rationnel, il est le suivant. Si on augmente la pression interstitielle, d'accord, eh ben, on va augmenter finalement la pression qui va s'opposer à la pression hydrostatique. Et donc, limiter la fuite capillaire. Donc, ils ont fait ça, donc c'est une étude pilote, 62 patients en état de choc. 45 finalement ont été analysés, puisqu'il y en a qui sont morts avant la fin des 7 jours. Et donc, on a analysé leur balance hydrique à 7 jours. Et donc, le primary outcome, c'était la balance hydrique. Donc, ils n'ont pas fait une étude de mortalité ni rien, mais une chose très très importante, c'est que vous voyez la baisse drastique des volumes nécessaires chaque jour pour les malades. Donc ça, c'est un élément important. Bon, petit warning quand même, quand vous momifiez des gens, en tout cas que vous les emballer comme ça, il faut quand même faire attention aux pressure injuries. Donc il n'y a que des grades 1 et 2, mais ça représente quand même 25% des malades. Donc l'autre stratégie, je vous l'ai dit, c'est de viser des objectifs qui sont différents. D'accord? Et donc cette étude d'Andromeda Choc de Glenn Hernandez, 424 malades en choc septique, randomisés soit sur les pratiques classiques, donc baisse du lactate de 20% en 2 heures, soit juste le temps de recoloration cutanée. Fort signal sur un critère dur, la mortalité. Et surtout, vous le voyez bien, grosse diminution des besoins en fluide, avec des balances hydriques qui sont nettement différentes. L'autre option, effectivement, c'est de se dire, ok, 65 mm de mercure, mais peut-être qu'on peut viser plus bas, comme ça on a moins besoin de noradrénaline, moins besoin de fluide. Et c'est ce qui avait été proposé par La Montagne, qui a été publié dans le JAMA. 2600 patients quand même, c'est des grosses études, plus de 65 ans, et ils visaient donc une PAM un tout petit peu inférieure, entre 60 et 65 mm de mercure. Ce qui était important, c'est qu'il n'y avait pas de message sur la mortalité. Néanmoins, réduire l'exposition au vasopresseur, au vasopresseur, ça prend un X, bien sûr, en visant une PAM plus basse est faisable et surtout n'impacte pas la mortalité ni la dysfonction d'organes. Étude beaucoup plus récente, New England de cette année, juin 2022, l'équipe d'Anders Perner a randomisé quand même 1500 malades et c'est stratégie conventionnelle versus restriction de volume plus noradré et des bolus de fluide que si signe d'hypoperfusion sévère, perte digestive, corriger une déshydratation, besoin d'assurer 1 litre d'apport par jour. Donc là encore, pas de signal sur la mortalité, mais il n'y a pas eu de signal non plus négatif. D'accord ? Donc c'est tout à fait possible de réduire les quantités de volume que vous administrez sans qu'il y ait d'effets secondaires. Donc l'administration, et ça c'est le message qu'il faut retenir, l'administration de fluide, elle est faisable, sans complications. Elle n'améliore pas vraiment le pronostic, mais bon, elle ne l'aggrave pas non plus. Deuxième point, protéger le glycocalyx. Donc le glycocalyx, on sait que ça va être altéré dans un certain nombre de situations. Alors j'ai pas fait un listing exhaustif, mais bon, toutes les espèces réactives de l'oxygène, l'angiopoïétine, l'hyperglycémie, les fluides, etc. Tout ça, c'est reconnu comme étant des facteurs qui vont dégrader ce glycocalyx. Alors les études sur le glycocalyx, elles sont essentiellement précliniques. Et dans cette étude-là, alors c'est toujours des modèles murins la plupart du temps, les auteurs sont amusés finalement à superfuser, c'est-à-dire on va perfuser à la surface du mésentère un composé chimique qui s'appelle le FMLP. Et ce composé, il est activateur endothélial et il va dégrader le glycocalyx. Et chez des animaux qui étaient pré-traités par enoxaparine, alors vous voyez, forte dose, 1,6 mg/kg, eh bien, la perméabilité capillaire, elle était normalisée. En tout cas, il n'y avait pas d'hyperperméabilité capillaire. Donc ça, c'est des ratios d'intensité de fluorescence. On ne va pas rentrer dans le détail, mais bon, croyez-moi, il y avait moins de perméabilité capillaire et moins de fuite capillaire. Alors l'enoxaparine, c'est
quand même un médicament que vous utilisez, j'ose espérer, tous les jours chez vos malades de réanimation, on va dire à fonction rénale qui est conservée. Donc c'est bien, on le fait. Le deuxième médicament qui a été évoqué pour protéger le glycocalyx, c'est l'hydrocortisone. Donc c'est pareil, la Surviving Sepsis Campaign le recommande. Bon, c'est bien, ça protège, tant mieux. Donc pour le moment, on est dans les clous. Le troisième, là, on s'éloigne un tout petit peu, mais c'est par exemple dans des modèles de choc hémorragique chez le rat, on s'est aperçu que transfuser du plasma, bon, ça avait un effet volémique, certes, mais surtout, enfin du plasma frais congelé, mais surtout, ça restaurait ce glycocalyx. D'accord ? Et donc là, vous avez l'épaisseur du glycocalyx. Vous voyez qu'elle est bien supérieure à un choc non réanimé ou un choc réanimé juste avec du ringer lactate. Alors, il y a plein de médicaments qui ont été essayés pour protéger et restaurer le glycocalyx. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sachez que c'est des pistes probablement d'avenir. C'est des pistes d'avenir, mais les preuves expérimentales, elles ont quand même un peu de mal à percer en clinique humaine. Troisième point, l'albumine. Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat cristalloïde-colloïde. Je pense qu'on est sorti de là enfin. Mais bon, l'albumine reste le dernier colloïde qu'on a le droit d'utiliser et on l'a montré juste avant, il y a beaucoup de doutes. Alors il y a beaucoup de doutes, pourquoi ? Parce que 60% de l'albumine est quand même dans le secteur interstitiel. Et ça c'est important parce qu'en fait quand vous en administrez, il y a une partie qui va fuir, mais de façon normale, dans le secteur interstitiel. Et donc ce secteur interstitiel risque d'avoir une pression eucotique importante qui va attirer encore plus de fluide. Donc le transcapillary escape rate, donc c'est finalement le taux de fuite capillaire de l'albumine, il est estimé à peu près à 5% par heure, avec une réentrée qui se fait par le système lymphatique. Et en cas d'inflammation, ce TER il peut augmenter jusqu'à 15%. Alors si on s'intéresse finalement dans des populations un peu qu'on voit tous les jours, où on va administrer 3 ml par kilo d'albumine 20% radio-marqué. Donc ça va permettre de suivre sa concentration plasmatique. 70 patients divisés en 5 groupes. Eh bien, on s'aperçoit qu'il n'y a que la chirurgie lourde avec une grosse hémorragie qui va augmenter cette fuite d'albumine. Finalement, le post-op, la petite chirurgie, même chez les brûlés, il n'y a pas ce problème-là. C'est assez curieux quand même. Alors, ce qui est évoqué là, c'est, oui, peut-être qu'il y a une fuite qui est majorée, mais peut-être qu'aussi c'est de la lésion vasculaire directe, en fait. Si les vaisseaux sont ouverts, à un moment, ils se déversent, et puis ça fuite par les trous des vaisseaux. Et bien sûr, la demi-vie de l'albumine dans le sang, elle est diminuée. Alors, il y a une question, quand éventuellement on veut faire de l'albumine, à quelle vitesse on le fait ? Est-ce qu'on le fait rapidement, sur 30 minutes ? Est-ce qu'on se fait sur 2 heures, 3 heures ? Donc, dans cette étude, ils ont évalué cette question-là. Et en fait, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de différence en termes de... Donc, le delta PV, c'est le plasma volume. Donc, ça augmente bien le volume plasmatique, mais il n'y a pas de différence quand vous le faites rapidement ou lentement sur 3 heures. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, vous restaurez beaucoup plus rapidement, en 30 minutes, ce volume plasmatique. Et la question subsidiaire, c'était si je le fais rapidement, est-ce que ça fuite quand même un peu plus vite ou pas, quoi ? En fait, vous voyez le TER, donc que vous infusiez lentement ou rapidement, il n'a pas l'air d'être spécifiquement différent. Alors une autre des questions, c'est dans des populations un peu particulières, parce que si on s'intéresse à la fuite, c'est bien, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de s'intéresser à ce qui est synthétisé par le foie. Donc dans les maladies inflammatoires, telles qu'on peut le voir dans le choc septique, vous avez une synthèse finalement d'albumine qui est plus importante à l'état basal que par exemple des malades qui doivent se faire opérer d'une DPC. Donc ça, ils appellent ça la Whipple, c'est la chirurgie. Chose importante, vous avez donc une fuite qui est plus importante chez les malades qui ont subi une DPC, mais comme le taux basal était un peu moins important que dans l'inflammation, ça paye beaucoup plus. Et c'est pour ça que vous avez beaucoup de malades en post-opératoire d'une chirurgie telle qu'une DPC qui sont hypoalbuminémiques. Alors bien sûr, l'albumine a été évaluée dans des grands essais. Le premier, c'est l'étude SAFE.
Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de l'étude. Ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas de différence en termes de mortalité. Par contre, il y a une constante dans toutes les études que je vais vous présenter. Et la constante, c'est la réduction de la fluid balance, donc de la balance hydrique positive. Donc dans cette étude-là, donc pas de signal sur la mortalité. Dans cette étude Albios, où il restaurait finalement un taux d'albumine, vous voyez, aux alentours de 30 grammes par litre. Là aussi, il y avait une lower net fluid balance, sans signe sur la mortalité. Et la dernière, qui a été faite dans un contexte un peu particulier, mais qui est le priming de la CEC pour les patients qui doivent avoir une chirurgie cardiaque sous pompe, où vous voyez que effectivement, encore une fois, la fluid balance est moins importante. Sauf que dans cette étude, ils se sont intéressés aussi à autre chose. Et dans cette étude, ils se sont intéressés à l'infection, à la nécessité d'avoir une nouvelle, enfin un redux, une resternotomie, au dommage myocardique et puis au saignement. Et finalement, l'albumine, ça réduit effectivement bien les besoins peut-être hydriques, mais par contre, il y a peut-être des signaux négatifs sur l'infection et sur un éventuel saignement. Donc l'albumine permet effectivement de diminuer la balance hydrique, mais il n'y a pas d'amélioration sur les critères durs, et par contre, il y a peut-être des effets secondaires que jusqu'alors on avait négligés. Et le dernier point, et c'est ça qui nous intéresse le plus, je pense, dans ce topo, c'est quel est l'avenir. Donc l'avenir, c'est des nouvelles molécules qui vont éventuellement limiter la fuite capillaire. Donc il y a un certain nombre de molécules qui sont à l'étude, mais c'est que des études pour le moment qui sont dites précliniques, à l'exception d'une seule que je vous présenterai. Alors quelles sont les cibles moléculaires finalement qu'on doit viser? Eh bien, vous avez premièrement ces molécules-là, l'angiopoïétine 1, le VEGF. Vous savez que le VEGF, c'est un inducteur majeur d'hyperperméabilité capillaire. Et puis, ces molécules qui sont un peu des intégrines, qui sont la VE-cadérine, qui servent en fait à la jonction intercellulaire. Donc, vous voyez un petit peu leur relation entre eux. Et l'important, c'est quelle cible on va viser et pourquoi. Alors, on va premièrement cibler les jonctions cellulaires, parce que je vous ai dit, le fluide passe par là, et c'est quelque chose d'important, la jonction entre les cellules. Le deuxième étape, c'est renforcer le cytosquelette. Et le troisième, si on peut, on module l'activation endothéliale. Et dans le sepsis, on arrive déjà malheureusement un peu tard. Alors là, vous avez non pas le couple, mais le trouble. Cadérine, VEGF, angiopoïétine. Donc vous voyez un peu leur agencement entre les deux cellules endothéliales. Vous voyez le rôle central dans l'angiopoïétine qui va, dans l'angiopoïétine 1, qui ponte TAI1, TAI2 et qui va induire des phosphorylations. Le VEGF et les jonctions entre les deux cadérines. Alors, le rôle du VEGF, il a été investigué dans des études, encore une fois, précliniques. Et l'avantage, c'est qu'on a beaucoup d'anti-VEGF maintenant, et notamment un qui avait été essayé à l'époque, qui est le bevacizumab, dans des sepsis expérimentaux, donc souvent c'est du CLP. Et les résultats sont très très discordants d'une étude d'un rat à l'autre. Bon bref, on n'arrive pas à tirer quelconque conclusion, probablement que ça ne marche pas très bien. Le deuxième, c'est l'angiopoïétine 1. Donc, je vous l'ai dit, quand vous stimulez avec de l'angiopoïétine, vous avez un pontage des TAI2 essentiellement. Et donc là, dans un article qui avait fait Nature, ils se sont intéressés finalement à l'hyperperméabilité capillaire avec un groupe qui recevait rien et un groupe qui va recevoir de l'angiopoïétine 1. C'était un peptide un peu particulier qui a été développé. Et vous voyez en fait ces photos-là, c'est ce qu'on appelle du bleu d'Evans, c'est-à-dire que c'est un colorant qui a la particularité de rester normalement dans le système vasculaire et que si il y a une augmentation de la perméabilité capillaire, vous le voyez dans les tissus. Et donc, après l'injection de cette angiopoïétine 1, il y avait une réduction notoire de l'œdème interstitiel dans tous les organes d'intérêt, intestin, cerveau. Alors là, ils sont intéressés aux testicules, je ne sais pas si c'est très intéressant, mais toujours est-il que voilà, ils l'ont fait.
Alors, cette angiopoïétine 1, elle a été aussi investiguée, par exemple, dans le choc hémorragique. Donc, ça s'appelle le vasculotide. Et il y a des études en cours. Et non seulement ça diminuait l'œdème, mais ça permettait de maintenir une perfusion capillaire honorable. Donc, vous avez tout un tas de marqueurs microcirculatoires de la circulation, si vous voulez, avec des proportions de vaisseaux non perfusés qui étaient moindres quand on utilisait l'angiopoïétine. Un autre médicament que vous connaissez peut-être, c'est les antityrosine kinases, l'imatinib. Là, ils avaient fait un modèle de CEC chez le rat, un modèle compliqué, mais disons qu'il montrait également une diminution nette de l'œdème interstitiel. La dernière molécule qui est en cours d'investigation, c'est la sphingosine 1-phosphate. Et cette sphingosine 1-phosphate, quand elle va se coupler à son récepteur, elle va avoir la particularité de stabiliser tout le cytosquelette et de renforcer certaines jonctions, à la fois les tight junctions et les jonctions adhérentes. Et donc, dans cette étude, là encore, il donnait de la sphingosine 1-phosphate, un agoniste, et il voyait qu'il y avait une diminution nette de la fuite capillaire et une meilleure perfusion microcirculatoire. Le dernier, et on en a pas mal parlé ces dernières années, c'est pardon, il y a une petite erreur, c'est l'adrénoméduline, c'est le correcteur automatique, qui est impliqué en fait dans la déstabilisation des cellules endothéliales au cours par exemple des états de choc. Et l'avantage, c'est qu'on a un anticorps monoclonal qui s'appelle l'edracizumab. Et surtout, on a déjà des études précliniques sur la tolérance et la safety de l'utilisation de cette molécule, qui va donc de l'adrécizumab. Et vous voyez qu'il y avait un petit signal en termes de SOFA score. Et quand on regarde dans les appendices, alors il faut bien chercher, mais si on regarde la fluid balance, aucun signal. Vous voyez, 0,4, 0,7, aucun signal sur la balance hydrique. Donc manifestement, ça ne réduit pas les besoins en fluide. Alors les questions qui restent en suspens, eh bien, c'est finalement, est-ce que limiter l'hyperperméabilité capillaire, ça donne un meilleur outcome chez les patients? Possiblement. Est-ce que la protection, la restauration du glycocalyx, est-ce que ça compte vraiment? Et est-ce que les nouvelles thérapeutiques que je vous ai présentées vont trouver un succès clinique? Alors les messages clés, c'est, vous avez compris que la régulation de la perméabilité capillaire, elle est très complexe et que ce qui nous manque finalement, même si on arrive à le constater tous, c'est un peu une définition consensuelle de ce que c'est que l'hyperperméabilité capillaire. Voilà. Je pense que ce que vous avez tous retenu des différents topos, c'est qu'il faut vraiment limiter le volume maintenant et procéder à, on n'en a pas parlé, mais de la déréanimation liquidienne assez probablement précoce. Est-ce qu'il y a un rôle important du glycocalyx? L'utilisation d'albumine, je n'ai pas spécialement de recommandations à vous faire, puisque c'est très débattu, c'est vraiment un hot topic. Mais en tout cas, les études ne sont pas spécifiquement en faveur. Et donc, je vous ai cité un peu les nouvelles cibles moléculaires. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ce topo difficile à traiter et qui ouvre des pistes intéressantes. Je voulais vous poser une question par rapport à l'identification des patients, savoir si actuellement on a des marqueurs, par exemple des produits de dégradation du glycocalyx, des marqueurs de dysfonction endothéliale qui pourraient nous permettre de, identifier les malades les plus à risque et les plus sévères en termes d'hyperperméabilité et également d'identifier les malades qu'on pourrait inclure dans des futures études pour tester des molécules chez les malades qui en ont vraiment besoin. Je vous remercie. Alors, merci de la question. Effectivement, vous avez vu dans les premières slides, je vous ai proposé le score de ces Allemands là, qui ont essayé de sérier leurs malades. La problématique à l'heure actuelle, c'est qu'il n'y a pas de point of care de ces biomarqueurs-là. Ça viendra probablement un jour. Ce qu'on sait, c'est que probablement l'angiopoïétine 1, c'est bien de l'avoir en dosage biomarqueur, on va dire, quand on s'intéresse à ça. En ce qui concerne les marqueurs de dégradation du glycocalyx, alors il y en a plein, il y en a plein, mais peut-être l'endocane ou ouais, c'est difficile. On avait dosé l'hyaluronane. Pour le moment, c'est difficile de savoir quel est le meilleur biomarqueur du glycocalyx, puisque c'est un ensemble de ces composés, quoi. Voilà.
Donc probablement qu'on pourrait faire des études où on série mieux les malades, mais on n'a pas la réactivité suffisante à l'heure actuelle. Bravo pour le topo, merci. Tu dis qu'il n'y a pas de définition. Est-ce qu'on a testé l'index de perméabilité avec les techniques de thermodilution qui permettent d'avoir l'eau pulmonaire extravasculaire, le volume sanguin intrathoracique, l'index de Donoré, etc. Est-ce que ça a été testé? Alors, ouais, ça c'est un truc archi classique qui a été. On sait que c'est validé sur le plan pulmonaire. Maintenant, ça représente juste un œdème localisé. Est-ce que ça représente l'œdème global? Je ne sais pas. Ça, j'ai pas de bonne raison, mais de bonne réponse. Mais c'est vrai que c'est un outil qu'on a tous un peu utilisé avec le PICO. Ouais. Et moi, j'ai une dernière question, peut-être sur le glycocalyx. Ouais. Tout le monde a le même glycocalyx à l'état de base, ou génétiquement, il y a des gens qui ont des glycocalyx déficitaires, hommes, femmes, vieux, jeunes? Excellente question. Alors, je ne sais pas à l'état de base. Ce que je sais, c'est que les maladies chroniques, typiquement l'hypertension, le diabète, toutes ces maladies-là, ça a été assez bien documenté pour le coup, présentent des diminutions de leur épaisseur en termes de glycocalyx. Est-ce que maintenant ils sont plus sensibles pour le choc septique? C'est possible. Hein. On sait que les malades diabétiques, ils sont un peu moins simples à soigner que les autres. Voilà, ouais, c'est une bonne piste. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Merci beaucoup aux 3 orateurs et bon congrès à tous. Merci.